Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lou Trottignon, humoriste non-binaire qui fait de son identité de genre une véritable force. Un témoignage puissant et solaire que Lou nous propose, où l'écoute de soi devient essentielle. Dans la transidentité, t'es obligé d'être en méga accord avec toi. C'est ça la version la plus authentique de moi-même, c'est essayer de faire que mon enveloppe extérieure ressemble à mon enveloppe intérieure. Mais c'est pas que corporel. Ne pas se mentir, être soi, c'est aussi faire face au jugement des autres. Moi, le truc qu'on me dit le plus, c'est pas naturel d'être trans. Et je regarde la nature et je dis, regardez, il y a des animaux qui changent de genre, il y a des animaux qui sont pas genrés, la nature est beaucoup plus complexe que femmes et hommes, quoi. Lou nous parle de sa transition, mais aussi de la façon dont il a trouvé sa voix et s'est imposé sur la scène du stand-up français remplissant les salles. Pour moi, le talent, c'est tellement vouloir faire quelque chose que ça devient viscéral. Et moi, être sur scène et faire rire les gens, si je le fais pas, je peux mourir, ça m'intéresse pas. La vie m'intéresse pas. Le parcours de Lou est surprenant et rempli d'une richesse d'expérience, toujours dans le but de se rapprocher de son identité profonde. Toujours cette peur d'être figé à un endroit, d'être figé dans une relation, d'être figé quelque part. Et du coup, j'ai besoin qu'il y ait un changement du doute, du questionnement. J'ai capté que d'être sûr de rien, c'était aussi une qualité. On parle de striptease, d'amour, de liberté, de la place de la femme et de ce qu'est un homme aujourd'hui dans la société, sans oublier les émotions. Quand je suis triste, je me dis que je suis en train de lâcher quelque chose, que c'est très difficile, mais que ça veut dire que quelque chose est en train de partir et que ça fait partie du processus. Actuellement sur scène, à Paris et en province, je t'invite fortement à aller voir le spectacle de Lou Trottignon intitulé Mérou. J'ai personnellement adoré. Merci au M Social Opéra de nous avoir accueillis et n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Cela aide grandement ce podcast à faire sa place. Et sur l'Instagram Osé by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Nickel. On rentre dans le vif du sujet. Comme chez ma psy, tu vois. Pourquoi tu fais pas un podcast où je suis allongée par terre comme chez ta psy? Ah, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Mais pour les caméras, c'est, tu vois. Ah oui, faut mettre une caméra de plafond. Comment ça va? Je viens de te poser la question. Oui. Comment ça va, Lou? Franchement, ça va. Il fait beau et tout, ça fait du bien. Ouais. J'ai aussi plein d'espoir. J'ai l'impression que les choses avancent, même si on a l'impression qu'en ce moment c'est difficile. Ah. Ouais, j'ai un peu l'impression. Ok. Qu'est-ce qui est difficile en ce moment? Toute cette montée de l'extrême droite, c'est bateau, hein, mais ça fait peur, et surtout sur les questions de transidentité. Ouais. Comme moi je suis trans, forcément ça touche, mais je vois plein de gens me donner énormément de soutien, venir à mon spectacle, c'est ouf quoi. Et je sais pas, je revois mes amis, j'ai l'impression que dans cette période difficile de haine, de montée des LGBT-phobies et tout, du coup je profite mieux des moments de bonheur. C'est un peu bizarre, je veux pas que ça monte pour cette raison, mais il y a un peu un truc où du coup quand tu vois tes amis après, t'es là, je suis vraiment content que vous existiez quoi, et tu profites plus. Je suis un peu dans ce mood là. Et puis même au-delà, tu vois, c'est vrai que là tu parles de quelque chose qui te touche personnellement, mais je trouve que dans le monde il y a quand même beaucoup, on va pas faire un podcast sur la guerre, mais il y a quand même des gros problèmes dans le monde entier, et ça fait du bien d'avoir des bulles. C'est ça. Je pense qu'il faut savoir s'oxygéner. Même, tu sais, c'est Gandhi qui disait, soit le... Je me trompe. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ah, trop marrant. Mais en fait, c'est ça. C'est pas marrant, mais pardon. Pour une personne trans, c'est marrant. Je trouve. En gros, soit le changement que t'as envie de voir dans le monde, et ne dis pas aux autres de changer, ou n'essaye pas de changer tout, mais incarne ce changement. Oui, puis quand tu l'incarnes, en plus, les gens qui te voient, ils sont là, ah, mais cette personne a l'air bien dans sa peau maintenant que il s'incarne lui-même, quoi. Et du coup, ça inspire, j'espère. Ouais. Mais ouais. Toi, je t'invite à une soirée, avec mes potes. J'adore les soirées à thème. Sûrement que je t'inviterai un jour. J'aime bien faire les soirées. C'est mon angoisse. C'est ton angoisse. Les soirées à thème, c'est mon angoisse. Et tu viendras pas. Mais non, mais je ferai l'effort. Non, les soirées, c'est angoissant pour moi. Ok. Mais je suis très anxieux social, ouais. Ah. Mais après, une fois que j'y suis, j'adore. Comment tu te présentes aux gens? Ouais. Déjà, je commence par dire pardon au lieu de bonjour. Parce que je dis pardon ou bonjour. Je suis très timide, je pense que je dis je m'appelle Lou, et puis je demande tout de suite comment les gens te connaissent, comme ça crée la discussion, quoi. Ah, ok. Ouais, ça fait un lien entre nous et ça démarre la discussion. Ouais. J'ai aussi un ami qui a une technique au lieu de demander tu fais quoi dans la vie, de dire tu fais quoi aujourd'hui, t'as fait quoi aujourd'hui. Et en fait, ça lance beaucoup mieux la discussion. Mais oui, j'ai des outils de discussion dans la tête, sinon je panique. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. La question, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Je trouve que c'est ça lance assez bien. engageante dans le moment présent et dans le mood
presque de la personne. C'est ça, parce qu'en fait, tu fais quoi aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie Il y a des gens, ils sont dans un travail qui leur plaît pas, ça veut rien dire. C'est mettre l'accent sur ton activité de travail, alors qu'en vrai, on fait plein de choses dans la vie. Et du coup, quand on dit t'as fait quoi dans la vie, des fois, je me retrouve à avoir des discussions sur des gens qui ont genre, je sais pas, réparé un vélo toute la journée et qui me racontent putain, j'ai un problème avec nan. Et je suis là, mais trop marrant, t'es passionné par les vélos, quoi. En tout cas, moi, je t'ai connu via Instagram, via des Reels Instagram où je t'ai vu débarquer. Tu l'as dit hyper bien. On dirait pas que t'es un boomer. Des Reels! Et c'est vrai que tu m'as fait beaucoup rire parce que le fait justement que tu annonces clairement entre guillemets la couleur, que tu sois trans et que tu sois sur ce sujet-là mais avec de l'humour, j'avais jamais vu ça, ça m'a titillé, j'ai trouvé ça drôle. Trop bien. Et du coup c'est comme ça que tu es là en face de moi parce que tu joues actuellement au Théâtre Saint-Georges. Tout à fait. Il reste encore 2 dates parce que à l'heure où sort cet épisode, il y aura le 21 et le 28 avril. C'est ça. Pour cette année, et puis pour cette année, si sûrement en fin d'année aussi, mais en tout cas pour maintenant, pour avril. Non, après je pars en tournée et puis je reviens en octobre. Ok. Voilà. Pour ceux qui veulent te voir à Paris, c'est en ce moment. Oui. En tout cas, avec ton spectacle Mérou. Oui. On va en discuter, je pense. Je t'ai vu dans un TEDx. C'est aussi. Ah, trop bien. C'était un de mes trucs préférés à faire. Et tu as dit, moi, ce que je fais dans ma vie, c'est essayer de devenir la version la plus authentique de moi-même. Ouais. C'est-à-dire? En fait, c'est quelque chose que j'ai dit parce que souvent, quand on parle de transidentité, les gens pensent que ça les concerne pas. Parce qu'on est 0,3% de la population, il n'y a pas masse de personnes trans. Et du coup, quand les gens disent, voilà, ce mec est trans, ça va pas me parler. Du coup, j'ai essayé de trouver qu'est-ce qui, dans mon expérience, était universel. Et pour moi, être trans, c'est vraiment être là. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas en accord avec comment je suis avec les autres. Ça peut être visuel, des vêtements, corporel, mais ça peut être aussi la manière dont on se comporte. Et du coup, je trouve que dans la transidentité, t'es obligé d'être en méga accord avec toi. À un moment, ça devient trop dur, quoi. Et du coup, c'est ça la version la plus authentique de moi-même, c'est essayer de faire que mon enveloppe extérieure ressemble à mon enveloppe intérieure. Mais c'est pas que corporel. Par exemple, le fait de transitionner m'a donné confiance en moi. Ouais. Du coup, je vais plus vers les gens. Et ça aussi, c'est une manière d'être plus authentique envers moi-même, tu vois. C'est pas réduit que à la transition et au corps, quoi. Ouais. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si c'est plus clair. Ouais, si. Mais je me dis quel challenge ça doit être parce que pour des personnes qui normalement sont plus ou moins nées dans le bon corps, c'est déjà un parcours. Mais oui, c'est ça. Un peu compliqué. C'est déjà. Alors, je me dis quand en plus qu'on n'a pas forcément d'exemple. Ouais. J'imagine. Toi, t'étais. Est-ce que parce que t'es née fille. Ouais. Née, on dit et c'est pas du tout rare de se tromper, assignée fille pour éviter de dire essentialiser le genre. Mais c'est pas grave, c'est du détail. Ouais. N'hésite pas à me reprendre. T'inquiète, je suis là. Oulala, c'est mon travail de reprendre les gens. T'inquiète. Donc, tu vas juste finir dans un sketch, mais ça, c'est ton problème. C'est ma menace maintenant. Oui. T'es née assignée fille. Ouais. Et aujourd'hui, t'es genré garçon. C'est ça. Mais tu te considères non binaire. Oui. Et c'est que pour rendre les gens complètement. Erreur 404, voilà. Mais non, c'est vrai que. Pendant un moment même, je me suis dit, je vais dire que je suis un mec, parce que c'était plus simple pour me faire comprendre par les gens. Et en fait, ça aussi, c'était pas totalement moi. Et je sais pas, j'aime pas le mot non-binaire, hein. C'est vraiment un mot valise qui veut dire tout et rien. Ça peut en même temps vouloir dire que tu te reconnais pas dans aucun des deux genres. Ça peut vouloir dire que tu te reconnais dans les deux genres. Enfin, c'est vraiment un mot valise, mais c'est le seul mot qu'on a. Ouais. Et moi, c'est là où je me sens le mieux, c'est dans le doute, c'est dans accepter que je sais pas. Ah. C'est là où je me sens le mieux. Et pour mon genre aussi, quoi. J'ai du mal à tu vois, c'est parce que ça me questionne énormément, mais j'ai du mal à comprendre comment on ne se sent pas dans un genre. Moi, j'ai du mal à comprendre comment on se sent dans un genre. Mais non, mais c'est vrai. Même mes frères et sœurs, mes proches et tout. Mais je pense que c'est parce que t'es. Toi, t'es cis, donc, ou t'es cis ou cis, donc qui est l'inverse de trans, qui veut dire t'es en accord avec ton genre de naissance. Ouais. Et si c'est comme ça que tu te définis. Ouais. Je pense. Je savais pas, mais oui. Mais du coup, merde, j'ai oublié la question. Qu'est-ce que ça fait, en fait, de ne pas vraiment savoir? Comme moi, c'est ce que je suis profondément. Et c'est pas ne pas vraiment savoir, c'est juste que le monde et la société est séparée en deux genres, hommes et femmes. S'il y avait d'autres termes, peut-être je serais pas en mode je sais pas. Je serais en mode je suis, voilà. C'est pour ça que mon spectacle s'appelle Mérou.
Parce que j'ai tellement pas de mots pour expliquer mon genre que ça devient un poisson. Ouais. Et moi, ça me fait rire. Qui transitionne au cours de sa vie. Ouais. Au bout de 50 ans, 40 ans. Oh, à la moitié de sa vie, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, bon, c'est moi qui ai dit à 50 ans, mais je suis pas sûre que les mérous ont la même espérance de vie. C'est pour simplifier. Mais oui, à la moitié de sa vie, il devient... il naît avec des gamètes des deux genres, enfin des deux sexes. Et au début de sa vie, il est femelle. Et à la moitié de sa vie, il devient mâle. Et s'il mange beaucoup, il redevient femelle, car seules les femelles peuvent avoir un certain poids. Non, mais c'est hilarant. Ouais, c'est incroyable. Ouais, mais la nature, il y a tellement de choses justement incroyables où j'ai l'impression des fois en tant qu'humain, on se met dans des cases et on se laisse pas vivre tel que la nature en soi, elle montre presque l'exemple de comment on devrait évoluer si on regardait tout ce qui se passe autour de nous. La pluralité dans la nature. Oui, la nature est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, genre même par rapport aux humains, aux hormones par exemple. On a tous un taux de testo et un taux d'œstrogène plus ou moins élevé. Il y a pas, je veux dire, les hommes n'ont pas que de la testo, les femmes n'ont pas que de l'œstrogène ou de la progestérone, je sais plus, l'un des deux. Mais du coup, on a tous des taux de testo. Voilà, on n'est pas que testo, que ostro, quoi. Ouais. Donc même la nature en soi est beaucoup plus complexe. Et moi, je pense qu'on a regardé la nature avec nos lunettes binaires. Et qu'on a dit, alors ça, ce sera, par exemple, pourquoi la lune est féminine, pourquoi le soleil est masculin, ça, c'est pas la nature qui nous le dit, tu vois. Mais bon, tu vois, c'est que des mots. Dis pas ça, parce que je pense que dans la spiritualité, c'est beaucoup ça, effectivement. C'est vrai qu'il y a la part féminine, la part masculine. Le soleil, la lune, et c'est aussi très binaire. Oui, c'est très binaire. Et en même temps, il me semble que c'est beaucoup de cultures qui sont très dans la spiritualité, beaucoup plus que nous en Occident. Il y a des traces écrites historiques de personnes non genrées, des deux genres. Enfin, tu vois, même dans cette binarité-là, il y a une acceptation du non-binaire, quoi. Oui, tout comme il y avait, il me semble, à l'époque des Romains, une homosexualité beaucoup plus acceptée. Je suis pas prof d'histoire, hein, mais... Moi non plus. Mais c'est juste que je crois qu'ils appelaient même pas ça de l'homosexualité. C'était donc comment on dit, anachronique, non, comment on dit quand on dit un truc qui est pas d'une époque, je sais pas. Ok, personne m'aide ici. Super. Non, mais je crois que on peut pas appeler ça homosexualité. C'était quand même un rapport de pouvoir, mais entre deux hommes, dont un homme mentor et un homme qui était son élève, mais c'était pas considéré, je crois, comme des relations homosexuelles. C'est venu après ça. Ah, ok. Ouais. Ok. Je m'y connais bizarrement beaucoup sur l'Empire romain. Non, mais en tout cas, oui, c'est vrai que. Et puis, il y a des animaux qui sont homos, il y a des. Enfin, c'est quand on regarde la nature, ce que. Moi, le truc qu'on me dit le plus, c'est pas naturel d'être trans. Et je regarde la nature et je dis, regardez. il y a des animaux qui changent de genre, il y a des animaux qui sont pas genrés, il y a des. Enfin. Du coup, c'est un peu une réponse pour dire la nature est beaucoup plus complexe que femmes et hommes, quoi. C'est ce qu'on te dit le plus ? Ouais, que c'est pas naturel. Alors moi, ça a changé un peu récemment. Facebook, Insta, ils ont autorisé à dire que la transidentité est une maladie mentale. Du coup, maintenant, c'est le nouveau cheval de bataille. De dire... ouais. Mais après, moi, tout ça, c'est très difficile, mais ça me fait rire, quelque part, puisque quand Facebook a dit « Vous avez le droit de dire que les trans sont des malades mentaux », on a eu le droit de le dire parce qu'ils ont enlevé la vérification des faits. Donc ça sous-entend que cette info est fausse. Juste, tu peux la dire. Je sais pas si tu suis mon cheminement. Mais ça veut dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi. On peut dire tout et n'importe quoi. J'ai envie de te dire, sur Internet, on peut dire tout et n'importe quoi. De toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Mais avant, il y avait quand même une gestion automatique d'Instagram, par exemple, sur les commentaires haineux qu'on avait. Ouais. Et maintenant, plus du tout. On doit le faire nous-mêmes, quoi. C'était quoi tes rêves quand t'étais petit ? Mes rêves, je savais que je voulais faire rire les gens, être sur scène. J'avais compris très vite que si je faisais rire les gens, ils m'aimaient bien. Ouais. Et j'étais un enfant très timide, mais via le rire, le théâtre, la scène, je sais pas, il se passait quelque chose, quoi. Je crois que mon rêve premier, mais qui a changé maintenant, c'était de trouver l'amour. Ouais, c'était vraiment genre, j'avais l'impression que c'était ça le but d'une vie. C'est que j'ai quand même été sociabilisée en tant que meuf. Ouais. Et donc, moi, je pensais que
ma vie serait complète quand j'aurais un homme dans ma vie, quoi. Ok. Et en fait, c'est moi, l'homme de ma vie. J'ai niqué le système. J'adore. Mais c'est parce que t'as été biberonné au Disney? Alors ouais, au Disney, et puis mes parents, enfin mon père surtout était très classique, comme on dit, pas conservateur, on va être sympa, mais très dans ce truc de une femme doit trouver un homme, son travail c'est même ça, enfin tu vois, à l'ancienne un peu, tu vois. Ouais. Mais j'ai aussi grandi avec des femmes extrêmement indépendantes qui m'ont appris autre chose, quoi. Et ça c'est cool. Ce qui est impressionnant, c'est que t'as eu, avant d'arriver... T'as quel âge aujourd'hui? 27 ans. T'as 27 ans. Ouais. Avant d'arriver à 27 ans en étant sur scène avec ton spectacle, Ouais. t'es quand même passé par des étapes de ta vie qui sont assez étonnantes. Oui, ouais, j'assume. T'as fait des études Ouais. rappelle-moi, De philosophie de l'art. de philosophie de l'art. Ah, quoique, philosophie de l'art, ça reste dans Ouais, l'artistique. esthétique, philosophie de l'art, ouais. Il y avait un questionnement sur la vie? Tout le temps. Tout le temps. Mais j'en pouvais plus. C'est ça qui m'a saoulée, c'est que j'adore la philo. Je trouve ça passionnant de chercher des arguments philosophiques pour défendre une idée ou quelque chose. Essayer de comprendre le monde. Par exemple, l'esthétique, ça m'intéressait beaucoup parce que c'est l'étude des émotions que te crée l'art. Et je trouve ça passionnant. Au lieu de parler d'histoire de l'art, de les techniques, machin, on va parler de quelles émotions que ça te procure. Et du coup, voir qu'il y a de l'art dans des choses qui sont pas du tout créées par des humains, comme dans la nature, ou voilà. Bref, je vais me perdre dedans. Ouais, mais c'est intéressant. Mais c'est hyper intéressant, sauf que quand tu vas loin dans les études de philosophie, la conclusion, c'est toujours, au final, on ne sait pas qu'est-ce qui existe, donc on fait comme ça. Et j'en avais marre de réfléchir à si la table existait ou pas, quoi. C'était trop de prise de tête. Je suis quelqu'un qui me prend la tête déjà. Alors si ça devient mon métier. Ouais. J'avais besoin d'un métier où je pouvais genre respirer, rire, dédramatiser un peu ce truc où je me prends la tête. C'est vrai que tu le sais pas, parce que je te l'ai pas dit, mais je t'ai fait ta numérologie. Ah ouais, j'adore. Mais trop bien. Et je suis pas étonné du coup qu'il y ait ouais ce côté-là. Mais ça, ce sera plus pour la fin. Mais effectivement, je comprends bien. En tout cas, cette envie de rire, d'être sur scène. Ouais, envie de dédramatiser la vie, quoi. Elle est trop sérieuse, la vie. Ouais. Il y a trop de trucs sérieux. T'avais déjà en fait une forme d'insouciance qui était, enfin pas d'insouciance, mais ouais. une forme de vouloir rendre ça joyeux. Je dis, Oui, j'avais très envie d'être heureux dans ma vie. Ça, c'est vraiment. Mais c'est pas quelque chose que j'ai formulé. C'est que depuis cette année que je me formule l'envie d'être heureux. C'est nouveau. C'est quoi pour toi le bonheur? Mes amis. C'est ouf à quel point c'est être entouré, être bien entouré. Je crois que j'ai une famille très recomposée, pas trop de stabilité. Et quand j'ai rencontré ce qu'on appelle beaucoup dans la communauté LGBT une famille choisie, ça n'enlève pas la famille biologique, mais la famille choisie, c'est bah voilà, ce groupe d'amis que tu te construis puis qui devient ton système de réconfort. Et moi, c'est tout nouveau, parce que j'étais très isolée quand j'étais jeune. Et puis avec ma transition aussi, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec les gens, je me sens mieux dans ma peau. J'ai un groupe d'amis et je trouve ça... j'ai de la chance, quoi. Ouais. Du coup, le bonheur, c'est d'être bien entouré. Et c'est pas forcément de pas être triste, de pas être en colère. C'est de vivre authentiquement ses émotions, quoi. C'est vraiment genre, quand t'es triste, bah sois triste. Et ça, pour moi, c'est être heureux. C'est pouvoir vivre ses émotions, quoi. Comment t'arrives à trouver le bonheur dans la tristesse? Quand je suis triste, je me dis que je suis en train de lâcher quelque chose. Que c'est très difficile, mais que ça veut dire que quelque chose est en train de partir et que ça fait partie du processus. Mais enfin, c'est ce que je me dis. Après, sur le moment, je suis là, c'est trop dur. Mais par exemple, j'ai appris il y a pas longtemps, tu vois, à quel point on n'apprend pas assez les émotions aux enfants. Avec une thérapeute qui me disait que les émotions, c'est des vagues en fait. On a l'impression que c'est hyper intense, mais ça redescend toujours. Et moi, je savais pas ça. Donc moi, à chaque fois que je montais, j'étais là. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et j'ai appris ça récemment. Et du coup, maintenant, je laisse monter les émotions au lieu de les bloquer parce que je sais qu'elles vont redescre. J'ai l'impression C'est de la thérapie comportementale et cognitive que tu fais? Ça venait de là, ouais. Maintenant, non, c'est de la psychanalyse. Non, parce que j'ai eu le même déclic. Ah, c'est vrai? J'avais un contrôle énorme sur la vie qui me provoquait des tocs. Ah ouais, je comprends. Et en gros, elle m'a expliqué que c'était la peur de l'anxiété et que je la laissais pas monter. Et du coup, paf! Je bloquais l'anxiété, je faisais mes tocs pour être dans un contrôle absolu sans la vivre. Et donc, je travaille en ce moment sur vivre
vivre le lâcher prise et c'est l'anxiété dur, hein. qui monte. C'est horrible. C'est pas évident, mais du coup, c'est pour ça que je vois bien cette idée que l'émotion monte et redescend. Ok. Ouais. Du coup, toi, cette adolescence, tu la vis avec tes études en philosophie, d'art. Ouais. Tu sais qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Pas du tout. Donc il y a un flou Il y a un flou t'avances, mais tu sais constant, pas comment. ouais. Bah en fait, déjà, je me posais énormément de questions sur mon genre. Il y avait quelque chose qui était pas à sa place, mais j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Et ça me prenait énormément de temps. C'était quoi tes pensées? Bah je me disais, quand les gens me voient comme une meuf, je suis là, on dirait que c'est pas moi. Je vois bien hein, que à l'époque, je ressemblais à une meuf et tout. Il y a quelque chose où, par exemple, il y a un truc qui me rendait triste, c'est que je sortais avec des mecs. Et je me disais, si moi je transitionne, ils vont me quitter. Mais si eux ils transitionnent, je les quitterai pas. Et ça me rendait trop triste de me dire, mais quand on aime quelqu'un, on doit l'aimer pour ce qu'il est. Et en fait, il y avait une limite avec le genre, selon comment j'étais féminine, tout ça. Enfin, ça, c'est l'hétérosexualité aussi qui implique ça, quoi, qu'une femme soit féminine, un mec soit masculin. Mais du coup, c'était des pensées comme ça. Et je sentais que je trouvais pas ma place. Dans les groupes de meufs, les groupes de mecs, il y avait un truc genre, je trouve pas ma place, quoi. Et après, j'ai découvert le monde queer, LGBT, tout ça, et j'ai rencontré des gens comme moi. Et là, j'étais là, bah, c'est ici ma place. Mais voilà, c'était ça, des pensées, le temps de trouver sa place. Quoi. T'avais quel âge quand t'as découvert ce monde queer et LGBT? C'était assez tard, j'avais 22, 23. Ah oui, ouais. Ok. Ouais. Je savais qu'il existait déjà, hein, mais y aller, se retrouver, de participer à des assos et tout, ça c'était vers 22, 23. Parce que j'ai envie de te dire, tu ne te sentais pas lesbienne. Alors, figure-toi que j'ai cru à un moment. J'ai cru parce que j'avais les cheveux courts, des t-shirts larges et tout le monde me disait bah t'es lesbienne. Et à un moment j'ai dit d'accord. Parce que je savais pas, j'avais tellement peu de représentation de transidentité, de non-binarité que j'essayais de mettre un mot sur ce que je ressentais. Et comme, bon, bah moi je suis attirée par tout le monde, enfin je m'en fous du genre de la personne. Je me suis dit, bon, c'est peut-être ça, et du coup, peut-être je suis lesbienne. J'ai fait un coming out lesbien. Ça a duré 3 jours. Ok. 3 jours après, j'ai couché avec mon meilleur pote. Je me suis dit, bah non, en fait. Et du coup, j'ai dû annuler mon coming out, parce que je l'avais fait. Non, mais oui, non, c'est hilarant, en vrai. Et du coup, j'ai dû, genre, rappeler ma mère, genre, en fait, je sais pas, et tout. Donc, j'ai fait un coming out lesbien, mais j'étais à côté de la plaque, quoi. J'avais pas les mots. Et à quel moment, du coup, t'es passé de ce coming out lesbien à un retour en arrière à, bah, en fait, on dit un homme trans. Oui, de ouf. Ça, hein. Ouais. C'est comme, pour expliquer, parce que et je comprends que ce soit confusant, homme trans, c'est un peu comme de quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV. C'est blanc, enfin, tu vois, c'est dans le mot. Donc, homme trans, ça veut dire que t'es un homme. Femme trans, ça veut dire que t'es une femme. Souvent, les gens confondent. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'on a très peu d'informations. Merde, du coup, moi je fais le pédagogue et après... Oui, à quel moment ça a switché, quoi. Ça a pris du temps. C'est pas du jour au lendemain du tout. En tout cas, ça dépend les personnes trans et tout, mais moi, ça a été diffus toute ma vie. Et ça a commencé doucement. Par exemple, je me suis coupé les cheveux très courts pour la première fois. Je me suis dit, waouh, ça me plaît vachement quand même. J'aime bien que les gens disent monsieur par erreur, tu vois. Donc après, t'évolues un peu. Il y avait ce truc dans l'hétérosexualité aussi. Je suis toujours attirée par des hommes. Hein. Il y a ce truc où j'étais là, je suis attirée par des hommes, mais c'est pas vraiment moi. Enfin, ils m'aiment pas moi, ils m'aiment une version de moi qui est pas moi. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai fait un célibat volontaire pour me concentrer sur moi et pas sur l'image qu'avaient les gens de moi, quoi. Et je suis allée dans un bar queer. Je cherchais du travail, ils m'ont pris et ils m'ont dit c'est quoi tes pronoms? Et j'ai dit, je sais pas. et la meuf m'a dit, genre, bah, ce sera tous les pronoms, et puis voilà. Et voilà. Et c'était parti, et tout le monde s'en foutait. En fait, et du coup, j'ai eu l'occasion d'explorer. En fait, de changer de pronom. J'ai eu plusieurs prénoms. Au début, j'hésitais. Après, je me suis dit, c'est il. En fait, je me rends compte que c'était de la non-binarité. En fait, ça m'a pris du temps. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir la possibilité d'explorer, en fait. C'est de tester et tout. Et après, les choses définitives comme les opérations, ça vient plus tard. Parce que il y a quand même, t'es passé par un passage et ça, tu en parles dans ton spectacle, c'est excessivement drôle, mais t'es quand même passé par du striptease.
Et je sais que les gens te croient pas, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, je sais que personne ne me croit. Non, mais on peut se dire que en fait, quand tu fais le sketch, on peut se dire que j'invente. Ouais, que c'est créé. Tellement. Non. C'est encore une autre facette de ta vie, une autre expérimentation. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, déjà, souvent, quand les gens voient un mec trans, ils se disent qu'on a toujours été très masculin. Moi, pas du tout. J'ai toujours été très féminine. Même aujourd'hui, tu vois, j'aime beaucoup la féminité. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait du striptease, donc, il y a maintenant 7 ans. Enfin, j'avais 19-20 ans. J'en ai fait quelques mois, pas longtemps, pour plein de raisons. Mais notamment cette idée que j'étais là, bon, j'arrive pas à être une femme comme les gens attendent que je le sois, mais moi je comprenais pas que c'était une question de transidentité. Et du coup, je vais aller au summum de la féminité, et si j'y arrive, ça veut dire que je sais être une femme. Et j'ai réussi, et c'est nul. C'est pas pour moi. Qu'est-ce que ça t'a appris ? Ça m'a appris que je courais après ce fantasme de la femme parfaite. Genre, on m'aimera quand je serai une femme parfaite, une femme fatale, une femme qui sait être discrète mais forte. Enfin, toutes ces injonctions qu'on donne aux femmes. Tout ça, j'ai appris. Je me suis rendu compte que c'était qu'un jeu, c'était que du semblant. Et c'est tellement du semblant que des mecs payent pour vivre ce semblant. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis peut-être trop compliquée. Enfin, pas compliqué, mais pas très clair, ce que je dis. Si, ça va. Enfin, en tout cas, c'est rentrer dans des archétypes. Voilà, c'est ça. Très précis. Oui, c'est ça. Bah, après, ce que j'ai appris, c'est que j'étais capable de beaucoup de choses. Parce que quand t'es capable de travailler de 22h à 4h du matin, en talons aiguilles, sans pause, en dansant et en faisant de la pole, tu peux faire pas mal de choses après. T'as beaucoup d'endurance, quoi. Mais ça m'a surtout appris que ce rôle de femme que je jouais dans le club de striptease, qui est normal de jouer un rôle, on est un peu des actrices, on est là pour draguer, on joue un rôle, que je jouais le même rôle dans la vie de tous les jours, et que c'est là où il y avait un problème, enfin pas un problème, mais quelque chose qui tiquait, et je me suis dit, en fait, quand je suis une femme, j'ai l'impression de jouer un rôle, et du coup c'est pas moi. Et là j'ai commencé à me poser cette question-là, j'ai arrêté le striptease, et je suis partie voyager 1 an pour me poser des questions, quoi. T'es partie voyager 1 an ? Ouais. Et t'es partie où ? En Grèce. T'es partie en Grèce ? Ouais. Bah oui. Tu n'es pas partie faire une retraite chamanique ? Non. Non, je suis partie vraiment du jour au lendemain. J'avais la thune du striptease. J'avais 5000 balles, quoi. Ouais. Et j'avais jamais eu autant d'argent dans mes mains, quoi. J'avais 5000 balles. C'était pas assez pour voyager 1 an en payant des logements. Et du coup, je me suis démerdée pour rencontrer des gens, sac à dos, même dormir dehors des fois. Et j'y suis allée avec le crâne rasé, en me considérant comme une meuf, et puis je suis revenue pas du tout hétéro et carrément non binaire, quoi. Ok. Ouais, ça m'a fait du bien d'explorer les choses sans avoir tous les gens que je connaissais autour de moi, quoi. Tu penses que ça aide justement le voyage à se découvrir autrement ? Ouais, je pense que surtout quand tu voyages seul, parce que t'es vraiment face à tes trucs, quoi. Il y a un moment, surtout quand tu voyages 1 an, au début, genre, c'est la fête, tu rencontres plein de gens, il y a un moment, tu t'ennuies. Et c'est face à l'ennui que là, il se passe des choses. Et t'as pas tes trucs de d'habitude. Tu peux pas, genre, appeler tes potes. Enfin, tu peux les appeler, mais tu peux pas les voir. Te noyer dans le travail, machin. Ça reste quand même un privilège énorme de pouvoir faire ça. Ouais. De pouvoir faire 1 an de juste voyage comme ça dans ta tête. Ouais, tu sais que c'est mon remède. Hein. Ah ouais, tu le fais à chaque fois ? Bah ouais, là, ça fait déjà 2 ans que je pars 2 mois. Ah ouais. Parce que j'ai besoin de partir, besoin de prendre l'air. Je bosse tellement à Paris. Ouais, je capte. Que quand j'arrête mon métier de journaliste à France 2, la saison se termine. Moi, tu vois, là, je la termine. Ouais. Le jour où sort l'épisode, c'est la fin donc la semaine prochaine. Ok. C'est la fin de ma saison à France 2. Ok. Et là, je suis en train de craquer pour un billet au Brésil en mode sac à dos. L'année dernière, c'était la Colombie. L'année d'avant, c'était l'Inde. Et tu vas tout seul ? Et j'y vais tout seul. Ouais. Trop bien. Ouais. Et c'est des moments de reconstruction, effectivement, face à la solitude. C'est là où je me retrouve aussi face un peu à mes traumas. Oui, l'année dernière, j'ai quand même vu qu'il y avait un gros problème de dépendance affective. Ouais. J'y vais seul, mais j'ai un vrai besoin de rencontre énorme. Et pourtant, tu vas seul voyager, quoi. Ouais, mais je ne suis jamais seul. J'ai un besoin d'aimer, d'être aimé. Ouais, et c'est plus simple pour moi de rencontrer amoureusement au bout du monde que rencontrer à Paris. Bah oui, non mais ça parlons-en, hein. Non mais oui, mais après c'est vrai que moi je fais plus, moi ça m'a épuisé ce voyage quand même, je le ferai plus. Ah okay. Ouais, non, je le ferai plus.
j'étais très jeune, j'étais en galère. J'allais de squat en squat pour trouver des logements, aider des gens et tout. C'était épuisant. Ou tu le referas, mais d'une autre manière. D'une manière, ouais. Avec de l'argent, quoi. De l'argent, et tu te connaîtras davantage. Enfin, tu te connais davantage. Oui, grave, c'est vrai. Tu vas pas chercher les mêmes réponses. C'est ça. Après, c'est vrai que je pars plus du tout en voyage pour plein de raisons écologiques, politiques, et aussi parce que maintenant que j'ai fait ma transition, il y a plein de pays où je peux pas aller sans être en danger. Et ça, c'est un truc qu'on apprend. Ouais. Waouh, ok. Ouais, selon si t'as fait ta changement de carte d'identité. Ouais, c'est ton cas. Moi, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est très très long les procédures. Donc, moi, ma carte est toujours à féminin. Ouais. Pendant quelques temps, ça posait pas problème parce que j'étais assez androgyne. Mais maintenant, dans les aéroports, les trucs, on me demande, mais c'est vous? Je dis oui, je suis une personne trans. Selon comment la personne réagit, c'est plus ou moins facile. On te fouille, enfin... Non, c'est compliqué, on te fouille, puis on sait pas qui doit te fouiller en plus. Enfin bon, non mais oui, c'est l'angoisse. Donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué de voyager en tant que personne trans, quoi. Plein de pays où c'est illégal, plein de pays où c'est dangereux. Voilà. T'as le sentiment, parce que quelque part, quand on est enfin, ça, j'ai remarqué de plus en plus, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus transparent dans les discussions, et j'ai l'impression que les femmes ont des problèmes que moi, j'aurais pas imaginé. Ouais. Que ce soit, quand je le vois avec mes amis féminins, j'ai mon père qui s'est remarié avec ma belle-mère qui est africaine, et donc j'ai des petits frères et sœurs qui sont métis. Et je ne savais pas ce que c'était le racisme. J'ai découvert le racisme en ayant mes petits frères et sœurs qui sont métis. T'as découvert, toi, justement, une nouvelle, des nouveaux problèmes, tu vois. Oui, alors j'ai perdu des problèmes, ce qui est bien. C'est dingue, ça, quand même. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, alors le truc qui m'a le plus marqué, c'est 2 choses dans la transition. La première, c'était le silence dans la rue. Parce que quand j'étais une meuf, perçue comme une meuf, j'avais sifflement comme toutes les meufs, quoi. Enfin, harcèlement de rue, nan. De temps en temps, j'ai un peu de harcèlement de rue lié à l'homophobie, parce que je suis habillée de manière féminine ou quoi. Mais je marche, les gens ne me parlent pas, ne me sifflent pas. C'est dingue. Et c'est à partir de là où je me suis rendu compte du bruit qu'il y avait quand je marchais dans la rue. Et c'est que quand ça disparaît que tu te rends compte du bruit que ça faisait, quoi. Donc ça, j'étais waouh. Et le deuxième truc, c'est le temps que je prenais dans ma vie mais alors ça, c'est pas un truc que de transition, pour être bien épilée, belle, en toutes circonstances. Et quand j'ai transitionné, je me suis rendu compte qu'on n'attendait pas du tout la même chose des hommes. Je peux sortir dehors en étant pas du tout... Bon, là, je me maquille, ça me fait plaisir, mais en étant pas du tout maquillée, en étant voire mal habillée, personne me juge. Si je suis une meuf qui sort en jogging, là, on me jugeait de ouf, quoi. Et j'ai remarqué Ouais. Donc, il y a des problèmes que j'ai plus. Ouais. C'est-à-dire que je passe dans la classe masculine, donc forcément, je gagne des privilèges masculins. Par contre, je reste trans. Et c'est difficile de cacher sa transidentité, en particulier moi qui suis visible. Enfin, j'ai des vidéos partout sur YouTube où je suis trans, donc c'est mort pour moi. En plus, quand moi, j'ai fait une mammectomie, donc l'ablation des seins, et j'ai des cicatrices, donc je peux pas aller à la plage sans qu'on sache que je suis trans. C'est visible, quoi. Et en plus, je me suis fait tatouer des trucs. Bon, bref, je suis un peu con là-dessus. Mais bref, ça, c'est mon problème. Mais du coup, il y a des trucs que je perds, notamment les voyages. Ça, c'est vraiment un truc... C'est con, mais moi, je voyageais dans plein d'auberges de jeunesse. C'est genré. C'est genre fille, garçon. Ben, moi, je sais pas où je vais, parce que sur ma carte d'identité, il y a fille. Mais je veux pas faire peur aux meufs parce que j'ai une tête masculine. Et je veux pas non plus être chez les mecs parce que j'ai une tête pas complètement masculine non plus. Donc j'ai peur de vivre des agressions. Donc c'est ça que je perds. C'est du confort dans l'espace public. Voilà. Oui, jusqu'au moment où j'espère il y aura beaucoup plus d'ouverture et d'acceptation et un avancement dans la société aussi de visibilisation. En tout cas, des personnes trans. Mais je pense que ça avance un peu. Un truc tout con, et je vois que beaucoup de lieux commencent à le faire, c'est des toilettes mixtes. Au lieu de te dire homme-femme, tu mets toilette assis, toilette debout. C'est con, hein, mais ça change beaucoup de choses. Moi, je vais que dans les cafés avec des toilettes comme ça, par exemple. Ah ouais, ok. Mais non, parce que pareil, tu vois, si je vais pisser chez les meufs, j'ai peur de leur faire peur, ou qu'elles soient mal à l'aise. Et si je vais pisser chez les mecs, je vais pisser chez les mecs, et ça va pas. C'est pas pour ça que j'ai transitionné. Ok. Voilà.
À quel moment Oui, pardon. l'humour est arrivé dans ta vie? Enfin, l'humour, j'ai bien compris que c'était important, Oui, oui. mais en tout cas professionnellement. Ah, professionnellement? Ouais. Et ben, juste après le Covid. Ok. Je pense que c'est une période où beaucoup de gens ont fait genre ce que je fais là. Pas vraiment ça que je veux faire. Tu faisais quoi à ce moment-là? Toujours, j'étais en mémoire de philo. Ah ouais, ok. En plein confinement, à réfléchir si la table existait ou pas. Oh, horrible, j'ai déprimé, c'était n'importe quoi. Et du coup, j'ai noté sur un papier, ça c'est une très bonne technique par ailleurs, quand tu sais pas trop quoi faire de ta vie, mais t'as quand même plein d'idées, mais tu sais pas trop où aller. J'ai juste noté, c'est une amie qui m'avait dit ça, noté toutes mes idées, sans me juger, sans me demander si j'avais les compétences ou pas, juste les rêves, et aussi ce que j'aimais dans chaque métier. Et le truc qui revenait le plus, c'était être sur scène. Être sur scène, rire. Et j'avais pas envie de faire du théâtre, parce que j'en avais fait avant. Et je trouvais que c'était long, le processus entre écrire une pièce et la jouer. Alors que dans le stand-up, c'est direct. T'écris chez toi, tu vois, là, juste après, je vais jouer. Et si j'ai une idée, bah, je l'y joue. Et puis voilà, quoi. Et du coup, j'ai tapé sur Google cours de stand-up pas trop cher. Et j'ai trouvé un cours de stand-up à 10 balles. J'y suis allée et j'ai commencé comme ça. Puis après, j'ai fait ma première scène. J'ai pris d'autres cours. Et puis j'ai fait continuer des scènes, quoi. T'avais quel âge? J'avais... Oui, c'était il y a 5 ans. Ouais, il y a 5 ans, j'ai 27, donc 22, 23, ouais. Ouais. C'est... Oui, c'est ça, 22, ouais. Non, ce qui est génial quand tu dis ça, et je trouve que c'est inspirant à écouter parce que ça montre bien qu'à un moment donné, on peut être sur un chemin. Oui. Bon, certes, on n'avait pas 50, tu vois, Ouais. 50 ans, mais il y a quand même cette idée que je sais pas ce que je dois faire. Je regarde qu'est-ce qui me met le plus en joie. C'est ça. Et je vais sur Google. Oui. Et je passe à l'action. Ouais. Et je vais peut-être dans un endroit qui me fait peur. Oui. La première fois. Parce que j'imagine que monter sur scène et faire rire les gens, c'est pas inné. Moi, j'aime tellement faire ça. Tu t'es senti à ta place. Mais en fait, ça, je le sais depuis que je suis petit, je crois, parce que j'avais des rôles dans des pièces de théâtre, des rôles silencieux, qui étaient vraiment juste drôles. Et je prenais des heures à rester sur scène, à faire rire les gens avec du jeu, du silence, et c'était la meilleure sensation. Et je savais que j'avais un truc pour ça, quoi. Enfin, pas en mode j'ai du talent, je suis du génie, mais juste j'avais un truc pour ça. Quand je dis j'ai un truc pour ça, pour moi, le talent, c'est pas genre un truc, genre quelqu'un t'a mis du talent comme ça, magiquement sur toi, ou je sais pas quoi. Pour moi, le talent, c'est tellement vouloir faire quelque chose que ça devient viscéral. C'est ça, avoir un truc pour quelque chose, je trouve. Et moi, être sur scène et faire rire les gens, si je le fais pas, je peux mourir, ça m'intéresse pas. La vie m'intéresse pas. Ouais, c'est un peu hardcore. Mais non, mais tu vois, beaucoup c'est d'artistes. Très... Oui. Enfin, oui, c'est viscéral de monter sur scène, quoi. Je crois qu'une Lady Gaga, elle a le voilà, je suis Lady Gaga, tu as raison. C'est ça la conclusion. Merci beaucoup. Merci Nico. Et ok, ouais, c'est bon. En tout cas, dans ce podcast, j'ai toujours envie de partager l'idée qu'on peut vivre la vie qu'on veut vivre. Oui. Il y a pas moins de 2 semaines, je faisais une conférence sur oser ses projets en partant de zéro, parce que j'ai toujours eu des virements à 180 degrés dans ma vie, en passant du musicien guitariste qui a la chance de chanter à l'Olympia à mais j'ai fait des trucs tu vois ça me faisait rêver. Et puis à un moment donné, ras-le-bol de mon boulot de journaliste, je pars faire de l'humanitaire en Inde, donner des cours de maths alors que j'ai fait un bac littéraire. Et puis je rentre, en fait je sais plus trop quoi faire de ma vie, et puis je suis viré de mon appart et du coup je m'intéresse à l'immobilier et je deviens investisseur et coach en immobilier locatif. Oh waouh. De l'artiste à l'humanitaire au coaching immo. Mais en même temps, ça fait que t'as plein de compétences. Mais moi, je pense vraiment que tu dois le dire beaucoup, mais là, je vois ma petite sœur qui a donc... je suis nulle avec les âges de mes propres frères et sœurs. Bref, qui est jeune. Et du coup, qui cherche un travail. Là, elle sort de ses études. Et c'est extrêmement bouché. Et on a beaucoup de discussions en mode, mais nous, notre génération... on fait pas du tout qu'un seul métier. Y a vachement ce truc de... Même quand tu fais les hautes études pour avoir du travail, tu l'as pas. Donc, j'ai l'impression dans cette génération-là qu'on revient à des activités, quand on peut, bien sûr, de travail qui nous plaisent vraiment. Parce qu'on est là, quitte à se battre dans des métiers bouchés, autant genre faire ce qu'on aime, quoi. Ouais. Et aussi un truc de conscience militante très forte chez les jeunes, quoi, je trouve. Genre faire un travail qui a du sens. Ouais. C'est ça. Ouais. Et ça, je trouve, c'est nouveau. Et puis, on a plein de métiers. Enfin,
Et c'est vrai que justement avec ma petite sœur, on est en train de chercher, de faire des listes, chercher ce qui pourrait lui plaire ou quoi. Je l'aide un peu. J'essaie. Pardon, je suis partie ailleurs. Non, je réfléchis en même temps. À comment on fait sa place à partir du moment où on trouve qu'est-ce qui fait sens et qu'en même temps, tu vois, tes parents sont pas stand-upper. Tout va bien. Et que voilà, tu connais peut-être pas tous les contacts parisiens. Comment on fait pour faire sa place dans un milieu où personne te connaît ? Alors l'avantage du stand-up, c'est que n'importe qui peut monter sur scène et faire des blagues. Genre, y a des comédie clubs. Au début, tu payes pour jouer, tu ramènes tes potes. C'est comme ça. C'est des open mic, donc des micros ouverts. Donc c'est accessible. C'est vraiment un art très très accessible que tu peux faire même. Toi, t'as des potes, un bar, un micro, c'est bon, tu fais du stand-up, quoi. Ouais. Donc, on peut se lancer comme ça. Après, pour se démarquer, c'est vrai que c'est un métier de plus en plus bouché, parce qu'il y a énormément de gens qui se lancent. Il faut sortir ta patte du jeu. Et moi, c'est vrai que la question s'est pas trop posée, puisque je proposais un spectacle sur la transidentité et qu'il n'y avait pas eu de spectacle de stand-up en France sur ce sujet-là par une personne concernée. Ouais. Enfin, si, il y avait eu Sony Chan, une meuf trans, mais à une époque où c'était trop tôt, quoi. Du coup, elle a pas eu la même visibilité que j'ai aujourd'hui. Ah, t'es arrivé au bon moment, au bon endroit. Un coup de chance incroyable. Enfin, un sens du timing. À chaque fois que j'y pense, je suis là à un an près, parce que je suis arrivé au moment où il y avait pas tant de gens ça qui se lançaient dans le stand-up, donc il y avait encore de la place. Et j'arrivais au moment où les gens étaient prêts à parler de transidentité. Et en même temps où personne l'avait fait avant, ou très peu. Ouais. Donc j'ai eu de la... Bon, après, j'ai pas choisi d'être trans, je m'y attendais pas. Hein. Oui. Enfin, c'est venu... Oui, disons que c'est un enchaînement, en fait. Un enchaînement de timing. Et c'est vrai que des fois, je réfléchis, je suis là, mais pourquoi moi... pourquoi ça fonctionne ? Enfin, des fois, j'arrive pas du tout à réaliser ça, quoi. Et ma petite sœur, qui est très... aussi dans la spiritualité, me dit que... C'était prévu. Et je suis là, genre, ah ouais. Ouais, si on pouvait me dire la suite, ça serait pas mal aussi. Mais bon, merci. Tu crois à la voyance et tous ces trucs-là ? En vérité, oui. Mais je suis aussi très cartésien, donc j'ai du mal à lier les deux. Ouais. Mais de manière générale, à partir du moment où je défends l'idée que la nature, la vie est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, non, je renie pas la spiritualité du tout, quoi. Parce qu'en fait, on sait pas du tout. On n'en sait rien. Donc, ouais, je crois que je le suis assez. Le milieu queer est très spirituel. Hein. Ah ouais ? Ouais, notamment l'astrologie est très centrale. Ouais, ok. Comment tu définirais le milieu queer ? Oui, pardon, ouais. Queer, donc ça fait partie des lettres LGBTQIA+, c'est le Q de LGBTQIA+. Et c'est un terme qui rassemble toutes les identités hors des normes. En fonction du genre et de la sexualité. Donc en gros, toutes les personnes qui ne sont pas des hommes cis hétérosexuels. Ce n'est pas une insulte, c'est juste une catégorie de gens. Mais du coup, étant gay, je suis queer ? Et bah c'est la deuxième partie de la définition de queer, c'est que queer a une histoire politique. Queer, c'est très lié au milieu anarchiste à la base, ça vient de là. Et du coup, en général, quand tu dis je suis queer, c'est que tu politises ton identité. Et que enfin voilà, moi je la politise. C'est extrêmement je pense que si on déconstruit le genre, on déconstruit tout plein d'oppressions, et du coup quand je milite pour la transidentité, je milite contre le racisme, contre la colonisation, enfin tu vois. Donc c'est en ce sens-là que moi je dis queer. Mais c'est à toi de t'auto-définir, donc en fait je me souviens que quand je faisais de la musique, donc ça remonte à quelques années, ça remonte à sûrement à 12, 13, 14, 15 ans. Honte. Et je me souviens que avec mes musiciens, avec les gens avec qui je travaillais, il y avait le côté mais est-ce que tu veux être une personne qui assume ton homosexualité ou pas ? Et il y a 15 ans, c'était encore différent, enfin au niveau de la musique, enfin si Lady Gaga existait déjà, mais enfin elle commençait presque, tu vois. Et il y avait après t'avais des personnalités comme Madonna et tout, mais il y avait cette question là de est-ce que tu veux la mettre en avant ou pas. Exactement. Donc une
forme de, est-ce que ça devient un combat, est-ce que ça, même, tu vois, quand j'ai créé ce podcast, enfin, moi, je le crée un peu à tâtons, et je me rends compte que, j'invite quand même des personnalités, qui peuvent être gays, tu vois, toi, t'es trans, j'essaye d'avoir une pluralité, en tout cas, de qu'est-ce que le monde, parce que pour moi, l'alignement personnel, en fait, je découvre tellement que tout le monde est différent. Oui, qu'on c'est a ça. un regard sur le monde. Ouais. Mais de notre voisin, on ne voit pas le monde de la même manière. Ouais, bah oui. Et ça me fascine et ça me fait peur. Pourquoi ça te fait peur? Parce que des fois, je me dis, mais comment on peut vivre dans un monde où chacun a une unicité telle que des fois, pour se comprendre, c'est dur. Parce que même entre potes, des fois, ou dans la famille, c'est dur, on ne pense pas la même chose. Oui, puis des fois, on pense qu'on pense la même chose, et genre 15 ans plus tard, pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, je me disais ça souvent, mes parents comprenaient pas. Mais je disais, mais vous vous rendez compte que pour moi, là, c'est du bleu, mais moi, je le vois le bleu comme ça, mais ça se trouve, vous voyez pas le bleu pareil. Et ça me perturbait. J'étais dans mon lit, je dormais pas. C'était mes premières insomnies. Est-ce que le bleu est pareil pour tout le monde? Oui, mais même les sentiments. Est-ce que les ta tristesse et tout. Enfin, est la même les que mots la mienne? Est-ce que mais c'est pour ça que mettre un mot sur le genre, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que je ne nie absolument pas le sexe biologique. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup. Vous niez le sexe biologique, non. Non, il y a un sexe, des génitaux différents. C'est juste que déjà, il y en a beaucoup plus que seulement 2 différents. Mais aussi en termes de mettre un mot sur le genre, je veux dire, même quand tu regardes plusieurs femmes, elles sont pas du tout pareilles. Comment tu peux définir, tout réduire à femme? Tu vois, c'est ça qui, même quand t'es pas trans, je suis là. Même la féminité, c'est hyper large, la masculinité, c'est hyper large. Enfin. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que on réduit beaucoup à un seul mot des choses extrêmement complexes, notamment les émotions aussi. Quand j'ai découvert qu'il y a tous les mots pour les émotions, j'étais il y a pas que colère, joie, tristesse. Excusez-moi. Mais c'est vrai. Mais il y a d'ailleurs, je crois qu'un truc que j'avais appris qui m'avait trop passionné, c'est que si tu apprends plus de noms de couleurs, des noms plus précis, tu vois plus de couleurs. Donc plus tu nommes les choses précisément, plus tu les vois, et plus tu essayes de simplifier le monde, plus tu vois le monde de manière simple. À quel point le langage, genre, tu vois. J'ai l'impression que c'est ce qui lie aussi tout ce que tu fais dans le stand-up. Ouais. Que quelque part, parce que j'ai écouté un podcast où tu parlais avec quelqu'un qui fait du stand-up aussi. Possible. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Mais du coup, c'était assez intéressant parce que je connais pas ce monde-là. Oui. Et c'était vraiment un podcast anglais sur, t'as donné plein de noms, tu parlais comment tu travaillais, etc. Et c'était hyper intéressant d'entendre vraiment quelque chose de plus niché, en termes de qu'est-ce que le stand-up et comment ça fonctionne. Et j'ai vu à quel point toi, tu aimais, pousser tes blagues, pousser ton histoire, aller loin en fait pour créer quelque chose de surprenant ou d'impactant. Ouais, le travail, parce que l'humour, tout le monde peut être drôle. Enfin, on est drôle, avec ses copains, on fait rire et tout. Mais quand ça devient ton travail, après, moi, je suis passionnée par les techniques de blague, faire rire les gens, avoir des techniques pour faire rire les gens, c'est quand même trop drôle, quoi. Bref, moi, ça me passionne. Et du coup, c'est vrai que quand tu pousse la blague, c'est là où le drôle arrive et puis tu surprends les gens, et même en termes techniques, ça me passionne d'aller jusqu'au bout d'une idée. Des fois, je vais trop loin, je reviens en arrière. C'est trop loin, mais ouais, c'est assez passionnant. Mais oui, pousser dans les retranchements, reprendre les arguments transphobes, les pousser dans leurs retranchements, même de l'autodérision sur moi, enfin. Mais c'est ça, c'est vraiment pas prendre tout au sérieux. Qu'est-ce qui fait le plus rire quand t'es sur scène? Tu arrives à voir un peu qu'est-ce qui fonctionne le plus? Il n'y a pas un truc qui fonctionne. On a vraiment essayé de construire un spectacle qui est plutôt pensé en termes de rythme, pour le coup, comme une musique. Ça m'a beaucoup inspiré. Il faut pas que ce soit trop fort tout le temps. Sinon, c'est cool, on rigole, mais il y en a beaucoup, quoi, quand même. Et du coup, je le vois plus comme il y a des moments qui sont moins drôles, mais c'est fait exprès. C'est une mélodie, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et comme ça que je le construis. Mais les choses qui me font rire, c'est les réactions des gens, en fait, inattendues. Ça fait que chaque spectacle est unique, quoi. C'est pas du théâtre. Ça dépend des réactions du public. Je laisse vachement le public me parler. Et c'est vrai que des fois, j'ai des réactions qui me font mourir de rire, quoi. Ouais.
Je parle de BDSM dans mon spectacle de manière pas du tout graphique. Et à un moment, je dis que le BDSM, c'est pas que des fistes, justement. Et il y a vraiment quelqu'un qui a fait « Fist !» dans toute la salle. Et c'était si drôle. Et c'est même pas le sujet de sexualité ou pas, c'est juste les réactions des gens me font rire, quoi. Bah, cette partie-là est hilarante, d'ailleurs. J'ai adoré. Pour je l'aime beaucoup, c'est mon premier sketch. Ouais, bah ça marche très très bien. Merci. J'irai plus souvent au Leroy Merlin. Mais il faut que je fasse une collab avec eux, c'est pas possible. En plus, je dis ça en plus en rigolant parce que moi, le BDSM, moi, ça fait 2 en soi. Si je connaissais beaucoup. Oui, mais tu vois, en tout cas, tu sais qu'il y a des cordes à Leroy Merlin. Voilà. Pas cher. J'ai des questions-réponses rapides. Ok. Faut que je sois rapide parce que moi, t'as vu comment je réponds longuement? Non, mais c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Je savais pas trop quoi à m'attendre parce que justement, l'interview que j'ai entendue de toi, c'était vraiment sur le stand-up. Donc, oui. Bon, je savais pas qui j'allais découvrir. En fait, je découvre quelqu'un qui est très profond. Oui. Tu vois, ça m'arrive. Le mec est choqué. Ah, en fait, t'es profond, genre. Okay. Non, mais c'est que je vois, bien sûr. Tu vois, il y a des humoristes qui peuvent vont rester dans quelque chose de très drôle tout le temps. Oui. Et c'est à l'image de ton spectacle. C'est-à-dire que ton spectacle, en fait, je trouve, on va chercher enfin, tu vas nous faire rire, mais tu vas nous faire réfléchir. Ouais. Et c'est ça que je trouve fascinant. Réfléchir, et puis j'y mets beaucoup d'émotions. Ouais. C'est très, ça, t'as dû l'entendre du coup dans le poème, mais c'est vraiment comme ça qu'on m'a. Il y a plusieurs techniques d'écriture dans le stand-up, mais une des techniques, c'est de partir de l'émotion. Et moi, c'est comme ça que j'écris. C'est vraiment genre, ok, je veux parler d'un truc, mais c'est quoi ce que je ressens? Et les blagues viennent tellement plus facilement quand on est très dans les émotions. Et la vulnérabilité, je trouve ça magnifique. Les gens vulnérables sur scène dans la vie, c'est beau, quoi. Ouais. C'est un gage de confiance énorme. Quand les gens viennent à mon spectacle, ils ont payé, ils ont pris leur soirée. Bah, je leur fais le cadeau de la vulnérabilité, quoi. Ouais. Sinon, quand je vais voir des spectacles, il n'y a pas de vulnérabilité. Ça peut être super, mais ça me touche pas, quoi, je crois. Ouais. Que signifie pour toi le mot oser? Ah! Ça veut dire faire taire sa voix de l'anxiété et y aller quand même. Clairement. Oui. Si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer. Dans la transition ou dans le stand-up? Dans la vie en général. Alors, pour la transition, allez voir le docteur. Non, je rigole. Quelqu'un qui hésite à se lancer, tu regretteras beaucoup plus de ne pas avoir essayé que d'avoir tenté et de voir si ça te plaît ou pas. C'est un peu bateau, mais ça marche. Hein. Tellement vrai. Ouais. Ton plus grand doute aujourd'hui? Mon plus grand doute, je suis quelqu'un qui doute tout le temps et du coup, j'assume le doute. Le doute me rend très heureux. Si je suis sûre de tout, ça m'inquiète. Ok. Ouais. Si tu pouvais prendre un talent à une personne, ça serait lequel et à qui? Je voudrais savoir chanter et danser comme tellement de gens. J'ai que des noms clichés, genre Freddie Mercury ou... Pourquoi pas? Bah ouais, mais c'est un peu ça. Enfin, j'aurais trop rêvé de... Cliché, bon, chanter, danser. Il y a du talent aussi. Oui, il y a du talent, mais c'est un peu genre I'm gay, Freddie Mercury. Non. Mais non, je l'adore, quoi. C'est un génie. Comment décrirais-tu le monde queer en un mot? Libre. Ta plus grande peur sur scène? Que les gens m'aiment pas. Ce qui est très compliqué dans ce métier, comme... Je te jure. C'est un gros truc que je travaille en vrai. Ouais. Quel a été le plus grand défi dans ta transition et qu'est-ce qui t'a permis de le surmonter? De pas écouter les avis des autres qui disent mais non, c'est pas ça, tu devrais, non. Et ce qui m'en a sorti, c'est de faire les choses pour moi, uniquement pour moi. Si tu devais te réincarner en un aliment, ça serait lequel et pourquoi? Un aliment ou un animal? Un aliment. Je sais pas, un animal, un mérou. Et je serais du mérou. Je me mange moi-même, rien à foutre. Un aliment, ce serait de la mozza fumée. Pourquoi? C'est trop bon. C'est trop bon, c'est rond, c'est soyeux, je sais pas. Quelle est la chose la plus inattendue que tu aies découverte sur toi-même depuis que tu vis ouvertement ton identité queer?
Bonne question. Je prends un petit moment. Quel est le truc le plus étonnant ? Inattendu. Ouais. Bah, je me rends compte, ça c'est venu très tard, mais là je commence à assumer que je me reconnais dans l'identité gay. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Ok. Second spectacle. Non, c'est vrai, c'est un truc assez récent au final. J'ai toujours dit genre que je suis attirée par tous les genres, mais c'est vrai que je suis attirée par les personnes masculines et ça me refait un câlin à mon moi hétérosexuel qui était une meuf qui sortait avec des mecs. Et non, j'ai dit, ah, mais c'est pas que j'aimais pas les mecs, c'est que j'étais un mec qui aimait les mecs. Et ça, c'est nouveau, ouais. Ok. Je m'y attendais pas. Ok. Ouais. Si tu pouvais Tu me dis pas bienvenue dans la communauté. Non, j'attendais, moi, j'étais là, genre, you're gay, genre, Nico. Adoube-moi. Tu m'as pris pour Madonna. Oh, être adoubé par Madonna, bah alors là, je suis validée. Hein. Tu vas voir Gaga à Bercy ou pas? Mais non. Parce que je viens d'apprendre qu'elle vient à Bercy. Si vite t'aimes pas, tu C'est vraiment les conversations, genre, osez gay. Tu vas voir Lady Gaga. Pardon. J'ai un pote qui a eu la place Ah ouais avec les préventes. Oh. Donc je suis ravi. Ah, trop bien. Ça nous a coûté un bras, mais je suis ravi. Mais oui, ça doit être méga cher. Mais j'avais Ouais. même pas capté qu'elle passait, moi. Ah si, nous le matin à Ouais. 8h, on était à attendre. Ah, La ouais. seule raison pour laquelle on se réveille tôt, nous les queers. Vraiment, il y a les concerts de Lady Gaga. Si tu pouvais glisser un message tout simple dans la tête de quelqu'un qui doute de son identité aujourd'hui, lequel choisirais-tu? Que le doute peut être une identité et c'est ok. Qu'est-ce qui fait que tu doutes autant et que tu assumes ce doute-là dans ta vie? Je crois que c'est un peu ma personnalité. J'ai beaucoup appris à me remettre en question beaucoup, trop, des fois. Et c'est pas un gage de genre je suis quelqu'un de super ou quoi. J'ai appris à douter de moi, quoi. Et à me poser beaucoup de questions. Puis après, j'ai fait de la philo. Le doute est quand même très central en philosophie. Enfin, t'as toujours ce truc de je doute, je suis. Enfin, bon, c'est je pense donc je suis, mais moi je me mets en mode je doute donc je suis. Ouais. Et j'ai toujours cette peur d'être figé. D'être figé à un endroit, d'être figé dans une relation, d'être figé quelque part. Et du coup, j'ai besoin qu'il y ait un changement du doute, du questionnement. Et du coup, j'ai capté que ce truc de remise en question, de doute, d'être sûr de rien, c'était aussi une qualité. Parce que ça permet de travailler mieux. Parce que j'ai toujours envie de m'améliorer, par exemple. J'ai toujours envie de comprendre jusqu'au bout les choses. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parle, ben, je me dis, bah, ça se trouve, j'ai tort. Et ça me permet de me questionner. Enfin, c'est plutôt que je l'assume comme une qualité plutôt qu'un défaut, quoi. Enfin, je sais pas toi ou les gens qui écoutent ou quoi, mais moi, j'ai l'impression que plus j'avance, en plus quand t'es ado et tout, t'es là, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Et plus j'avance, plus t'es adulte, plus t'es là, oh là là, c'est beaucoup plus complexe que, tu vois. Et que plus j'avance, plus je sais qui je suis. Et qui je suis, c'est que je sais pas qui je suis. Et je veux continuer à pas savoir. Sinon, c'est trop triste. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Même avec ce podcast et avec justement les différentes vies que j'ai eues, toutes les fois où j'étais persuadée, en fait, 5 ans ou 10 ans plus tard, je n'étais plus persuadée. Oui. Et mes vérités d'il y a 10 ans ne sont plus mes vérités d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et donc, si mes vérités d'il y a 10 ans sont plus celles d'aujourd'hui, bah dans 10 ans. Non, je suis trop d'accord. Moi, ça m'effraierait de savoir qui je suis tout le reste de ma vie. Déjà là, aujourd'hui. Même dans mon métier, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais pas. Même dans mon genre, si à un moment je me sens envie d'arrêter la testo parce que je me sens mieux, pourquoi je m'arrêterais pas? Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui. On nous dit de vivre d'une certaine manière et en fait, c'est un seul modèle. Il y a plein de modèles, quoi. Ouais, je veux me laisser surprendre par la vie. T'es en couple aujourd'hui? Non, je suis en pleine rupture. T'es en pleine rupture? Ouais, et figure-toi que c'est moi qui ai décidé. Ok. Parce que j'avais envie d'être seule. J'ai grand besoin de temps seul. Ouais. Je suis dans une période de ma vie où je vais bien. Je suis bien dans mon corps, bien dans ma peau, bien dans mon travail, bien entourée par mes amis. Et c'est la première fois de ma vie, donc ce que je te disais au début, où trouver l'amour ne devient pas du tout ma priorité. Et j'étais dans une relation où ça allait pas aussi, par ailleurs. Mais c'est la première fois que je quitte quelqu'un et que j'ai pas peur d'être seule. Et c'est trop bien. Ça faisait combien de temps que t'étais avec la personne? 2 ans. Ok. Ouais. Donc, on habitait ensemble et tout, ouais. Mais une rupture en passion, mais... Ouais. C'est en plus tu l'as dit toi quand t'étais petit, il y avait ce côté de l'amour, de trouver quelqu'un. Donc je pense que je sais pas où t'en es par rapport aux relations et j'en suis pile à ce moment où je suis là, mais en fait une vie n'est pas
c'est trop bien d'être amoureux, c'est trop bien d'être en relation, de construire une vie, une famille et tout. Mais je crois pas que c'est le centre de ma vie. Je crois que si demain je die, je serai plus en mode oh et en plus j'ai pas trouvé l'amour de ma vie. J'ai trouvé plein d'amour, j'ai eu plein d'amour. J'ai été hyper amoureux, je suis toujours amoureux de mes ex parce que pas dans un sens on va relationner, mais parce qu'on s'est aimé, c'est des parties de moi, tu vois. Et du coup, c'est moins le centre. Vraiment, le centre de ma vie là, c'est d'être aligné avec moi-même. C'est tout. C'est beau. Ouais. Je suis trop contente de cette période. Après, je te dis pas que l'affection me manque pas, que cette personne me manque pas, que c'est pas triste et tout, tu vois. Mais j'ai vraiment besoin d'être seule là. Tu sais qu'en numérologie, ouais. on a ce qu'on appelle une météo de l'année, donc par rapport à ta date de naissance. Je vais juste vérifier parce que je voudrais pas faire une erreur non plus. On peut dire ta date de naissance. Ouais, oui. 14 juillet 97. Ouais. La France. J'ai cru que le feu d'artifice c'était pour moi pendant des années, mais bon. En fait, la météo, ce qu'on appelle une météo de l'année par rapport à ta date de naissance. En fait, il y a des, ça va, enfin tu es dans une année énergétique 3. Là. Ouais, en ce moment. Sachant que ça va de 1 à 9. C'est des cycles en fait de 9 ans. Oui. Et une année 3, c'est une année qui invite à l'amusement, à essayer de nouvelles choses. Trop bien. À avoir une pluralité de projets, de la créativité. Ouais. C'est normalement une année qui va te pousser en tout cas à une énergie. Mais pour tout le monde? Non, c'est par rapport à ta date de naissance. D'accord. Par contre, on est en année universelle 9 en 2025. Oh waouh. Et là, c'est la fin d'un cycle. Donc ça sous-entend que cette année. Et tout d'un coup, on comprend tout ce qui se passe dans le monde. C'est là. Quelque part. Ah ouais. T'es invité toi, si on prend vraiment les deux choses, t'es invité à créer du lien, à être dans la joie, à être sur scène. Parce que le 3, c'est l'enfant, c'est celui qui prend la lumière. Et donc, t'as vraiment ce côté-là, en mettant fin à des choses qui ne te conviennent plus. Oh, c'est exactement ce qui se passe. En allant à la cave, en faisant les cartons, en mode, ça je range, ça j'en veux plus, tu refais les peintures. J'ai fait la poussière là. C'est ça. Ouais. Dans le but, puisqu'il y a un but, mais t'as un but 3, et donc le but de ton année en décembre, ce sera vraiment j'ai fait les cartons et je me suis connecté au 3 parce que c'est un objectif 3 que tu as, donc un objectif de création, de joie, de lien avec l'autre. Mais en plus c'est vraiment nous, c'est marrant parce que début 1er janvier, je me suis dit voilà, cette année, je veux être joyeux. Enfin, je me l'étais pas formulé comme ça, genre je veux être heureux, et du coup mes actions, mes choix, mes décisions vont aller dans ce sens-là. Et dont la décision de quitter une personne que j'aimais parce que ça ne fonctionnait plus. Et c'est hyper dur, mais ma décision, si mon but c'est d'être heureux, d'être dans la joie, ne pouvait pas être rester avec la personne. C'est horrible, tu vois, mais ça a été hyper dur et en même temps j'étais là. Comment on prend une décision aussi lourde de conséquences pour soi et pour l'autre? En vrai, c'est très dur pour l'autre, Je pense que je culpabilise beaucoup. C'est compliqué pour l'autre de comprendre. Moi, c'est la première fois que je quitte quelqu'un. J'ai toujours été quittée jusqu'ici, je crois. Donc c'était tout nouveau pour moi. Puis c'était pas un manque d'amour, tu vois. Mais c'était un amour pour moi, par exemple. Un amour de ce que moi je veux. Il s'avère que je veux pas être en couple. Je peux pas. Du coup, j'ai pris beaucoup de temps avant de prendre cette décision. C'était très difficile. Mais une fois que je l'ai prise, j'ai senti un alignement si fort que je me suis dit même si je doute, c'est là quoi. Voilà. Je pense que c'est s'écouter quoi, tu vois. C'est pas parce que t'as pris une décision qui est bonne pour toi qu'il y a pas des doutes, de la culpabilité, de la peur, de la tristesse. C'est un truc que j'ai appris aussi là cette année. C'est pas parce que t'es triste et que t'es pas sur le bon chemin quoi. Non mais bravo à toi parce que je sais que pas sûr que mon ex dirait bravo mais Ce que je veux dire, c'est que les gens qui écoutent ce podcast sont très au courant de ma vie sentimentale, mais il y a eu une séparation il y a un an et demi. Vrai. Et ça a été très difficile. J'ai eu beaucoup de mal à partir, mais au final, on s'est quittés mutuellement. Mais néanmoins, moi, les séparations, c'est tellement dur parce que pour moi, justement, le couple, mais faut peut-être que je trahisse ça avec ma psy, justement, mais le couple, pour moi, c'est la sécurité. Enfin, je me mets en couple pour la sécurité. Ah ouais, je comprends. C'est peut-être pas la bonne chose, mais je trouve des gens super. Moi, je suis pas en mode pervers narcissique. Moi, c'est des mecs géniaux en général que j'aime. Mais c'est juste que tu mets un point d'honneur de sécurité. De sécurité, donc quelqu'un qui est bien, le gendre idéal, le mec parfait à tous les points. Mais en fait, j'ai du mal à vibrer.
Et Ah, t'as des attentes là, quoi. Ouais, et je les trouve. Mais du Et en coup, plus, tu les trouves, mais c'est quoi ce monde? mais je peux m'ennuyer Ok. assez vite, mais bon, ça Oui. c'est. Ouais, ça, c'est des trucs. Mais d'ailleurs, toi, Ouais. en numérologie, par rapport à encore une fois, ta date de naissance, un thème de numérologie, ça prend 2 heures. Donc autant Ok. te dire que là, c'est vraiment des petits. Ah oui, je capte, genre, Tu c'est vois, des des- petits. J'étais là, ok, 2 heures. Non. En plus, j'arrête pas de m'installer de manière de plus en plus confortable. T'as justement un objectif de vie 3. Parce que bon, t'es en temporalité, t'es en 3, mais il se trouve que dans ton thème de la personnalité, t'as du 3. Ah, ok. Et justement, il est créateur. Le 3, il est créateur, communicant, sportif, manuel, artiste, commercial, Ok, il social, a pas sportif. spontané, C'est faux. La numérologie est complètement fausse, car je ne suis pas sportif. Non, je déconne. charismatique, joueur, joyeux, une vraie notion de plaisir dans tout ce qu'il fait. Il aime les récréations, parce que sinon il s'ennuie très vite. Oui. Et il aime créer du lien, s'exprimer manuellement, physiquement, verbalement, animer, échanger, créer, être sur scène, faire de l'humour. Ah oui, bon, d'accord, à part sportif. Globalement, Ok, fine. Mais attention, parce que le 3, il est dépensier, capricieux, il peut être triste s'il n'est pas dans la partie Ouais. positive. Il peut se sentir immature, brouillon, éparpillé. Ouais, comme ça que je me sens quand ça va pas. Ouais, et Après, dispersé. dépensier, c'est quand ça va pas. Pardon. Je sais pas à qui je m'excuse, à mon compte en banque. Mais par contre, t'as ce qu'on appelle un chemin de vie 11. Donc c'est Ok. toujours pareil, hein, que ce soit là le 3 ou le 11, c'est ce que t'as besoin de nourrir pour te sentir aligné. Ok, et chemin de vie, Effectivement, c'est vraiment plus général, c'est pas juste l'année, quoi. Moi, j'utilise pas la numérologie de cette façon-là. Je l'utilise par D'accord. rapport à une personne qui s'appelle Lydie Castel, qui a un Ok. peu dépoussiéré la numérologie. Ok. Là, je donne les mots parce que même pour les gens qui écoutent, ça permet de D'accord. mieux comprendre parce que c'est les mots qu'on utilise en général. Mais moi, je vais plutôt dire que ce soit l'objectif de vie là, le 3 ou le 11, c'est un triangle fondamental et c'est un D'accord. peu ton mode d'emploi. C'est ce que tu as Ok. besoin de nourrir pour te sentir aligné. Il y avait un mode d'emploi depuis le début. Ah non. Mais pourquoi on nous fournit pas avec à la naissance? Tiens. Oh. Et en fait, t'as un maître nombre. Les maîtres nombres, t'as le 11, le 22 et le 33. Donc là, t'as un 11-2 qu'on va dire, parce que c'est le 11, mais si tu fais 1 plus 1, ça fait 2. Donc c'est Ah, pour ok. ça que c'est un maître nombre. Oh, Ah, je capte. Je vais Ok, assez c'est bon. vite, hein, parce que Non, mais c'est bon. en plus, vu que je suis passionné, ça peut durer des Bah heures. oui, je comprends trop. Et le 11-2, il est doux, sensible. C'est un super accompagnateur. Il accompagne pour faire grandir, évoluer les communautés, parce que le 11, il a un côté très, voire grand, en fait. Ah oui. Il est empathique, réceptif, il est intuitif, créatif, il aime s'associer, assister, travailler en binôme ou en face à face, collaborer, écouter. Il aime les grandes réalisations, le collectif. Oui. Ouais, le collectif, c'est hyper important pour moi. Les amis, même mon spectacle est collectif. Ouais, Ça, j'adore le dire. Bah, là, le 3 et le 11, je veux dire, t'es en plein dedans. Hein. Ouais, c'est Enfin, genre, enfin, je suis communauté. T'es en plein dedans, ça te correspond totalement. Mais attention, parce que là, tu vas rire, mais le 11, il a plein de doutes. Il est complexé, indécis, influençable. Oui. Et il peut avoir un manque de confiance en lui. Ah bah ça, c'est le grand travail de cette année. J'ai travaillé mon texte, le rythme du spectacle, et là, mon metteur en scène m'a dit, maintenant, on va avoir confiance en nous. Ouais. C'est le grand travail, mais j'apprends. Hein. Souvent, les doutes sont à la hauteur de son ambition quand on a un 11. Ah ouais Ouais. Bah, j'ai une grande ambition, hein, parce que C'est le cas. ça doute. Hein. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Mais j'aime bien douter, je sais pas. Mais ce serait quoi le rêve de ta vie aujourd'hui? Je les ai déjà dépassés. Wow. Ouais, en fait, bah, tu sais, quand tu viens d'une minorité, que tu te lances dans un truc artistique, tu te dis, bah, il y a un plafond de verre à un moment. Et en fait, mon rêve, c'était de jouer à la Nouvelle Scène, donc une péniche, parce que c'est là où j'ai découvert le stand-up, où je l'ai aimé. Et en fait, ça arrivait beaucoup plus tôt dans ma carrière. Et du coup, maintenant, ben, je dois construire des nouveaux rêves. Enfin, c'est trop beau, en vrai. J'ai dépassé mes attentes, ce qui me laisse penser aussi que je m'autorisais pas à rêver très grand pendant longtemps. Donc là, aujourd'hui, je suis en pleine réflexion de, ok, qu'est-ce que je veux? Parce qu'apparemment, j'en suis capable. Ouais. Donc, et je crois que mon rêve ultime, ce serait de réussir à faire un spectacle, pas à Mérou, où j'arrive à ne pas penser à est-ce que les gens vont absolument aimer ou pas. Parce que moi, j'écris beaucoup en pensant toujours aux autres. Ce qui est une qualité aussi, et qui a permis de faire un spectacle très explicatif, vulgarisateur, blablabla. Mais j'aimerais bien m'en foutre un peu plus du regard des autres, des fois. Et j'arrive pas. Mais T'es sur j'aimerais. le chemin. Je suis sur le chemin, ouais.
Mais pas complètement lâcher le regard des autres parce que c'est quand même important. Enfin, surtout dans ce métier-là. Mais ouais, j'aimerais trop être beaucoup plus séparée, quoi. Réussir à dire mes limites aussi. Ah, ce serait super. Qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Tellement de... Alors, le plus grand... Parce que là, tu vois, je pense au jour où j'ai passé l'audition dans le club de strip, au jour où je me suis lancée sur scène. Ouais, non. Mais en vrai, le plus grand, c'était de respecter mes limites, et ça, c'est tout nouveau. De m'écouter, quoi. C'est hyper dur quand on n'a pas appris à le faire. Et ça fait que 3-4 ans que je le fais. Donc prendre des décisions comme ça, de quitter quelqu'un qu'on aime parce que ça ne correspond plus à mes besoins ou mes limites, c'est vraiment tout nouveau. Et je gagne une sensation, mais c'est trop bien, quoi, d'alignement, voilà, je vis pas pour les autres, quoi. Ouais, c'est pas un rêve de ouf, mais... Si, mais c'est... C'est pas... Enfin, tu vois, bien sûr, je rêve de faire l'Olympia, tu vois, mais pour moi, c'est des rêves de travail. Mon but dans ma vie, à moi, vraiment, c'est de vivre une vie alignée, quoi. Ouais. Mais c'est beau ce que tu dis là, quelque part, de savoir se mettre des limites. Parce que je trouve que ce qui est intéressant, moi j'aime beaucoup, c'est ma question signature de ce podcast, et donc j'entends beaucoup de choses différentes. Et c'est vrai qu'il y a des réponses qui sont très j'ai fait une représentation devant 4000 personnes, et il y a mettre ses limites et savoir dire non à un couple. Et ça me touche beaucoup plus personnellement, parce que c'est vraiment oser de l'intérieur. Ouais, c'est ça. C'est pas oser de l'extérieur. Sauf si la personne est un pur timide et que forcément il y a un lien. Mais sinon, je trouve que oser dans son intimité, c'est beaucoup plus dur que... Ah bah oui. En fait, c'est là la vulnérabilité, tout. Enfin, j'ai fait des scènes de ouf l'année dernière et j'arrivais pas à profiter parce que j'avais pas confiance en moi. Et j'étais là, en fait, ça sert à rien de faire des 4000 places, je sais pas quoi, si tu kiffes pas. Ouais. Du coup, genre, j'ai revu ma priorité à apprendre à kiffer. Ouais. Et mais sinon, ça sert à rien, tu fais l'Olympia en dissociation, bon. Ouais. C'est con, quoi, c'est dommage. Revenir à toi. Ouais, c'est ça. Revenir à toi. Faut kiffer. J'ai peur de pas kiffer, moi. Je veux kiffer. Oh là là, Lou. Ouais. Là, on arrive à la fin, ça va être déjà 1h15 qu'on papote. Ah ouais, trop bien, c'est passé vite. Hein. Honnêtement, je vais être honnête, j'ai adoré. Bah moi aussi. Je rencontre beaucoup de personnalités et je suis la meilleure personne. Qui sont dans le bien-être, oui. Ou même, tu vois, je mets des gros guillemets, des gourous du développement personnel, etc. Sûr. Mais je suis très pluriel dans ma vie, parce que justement, j'aime Lady Gaga. Enfin, c'est pas j'aime trop. Je suis très pluriel parce que je fais du développement personnel et j'aime Lady Gaga. Non, mais je suis vraiment complexe comme homme. Tu te fous de moi? Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je me rends compte que quand j'invite des personnes qui sont peut-être pas dans la case de la spiritualité et développement personnel pur, mais en fait, je trouve par moments que c'est encore plus intéressant, parce que tout ce que tu dis, il y a quelque chose de je le vis. Oui, je le vis, j'expérimente. Et en fait, t'as pas à vendre un bouquin de dev perso. Non. Tu vois? Donc il y a un côté, moi je suis le livre de non, pardon. J'avais invité au tout début du podcast Yannick Sia qui est danseur à Drag Race. Ok, trop bien. Et le mec, il m'avait fait un épisode un peu comme toi, où je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, idem, il y a de la fraîcheur, il y a de la pensée constructive. Où chacun qui nous écoute, en fait, peut se reconnaître dedans, et c'est pas des trucs théoriques non, mais c'est ça qui me plaît moi dans l'art, c'est que c'est concret, c'est une manière de transformer tout ce qui se passe dans ta tête en concret, que ce soit dans le corps, en danse, en blague, en spectacle. Et moi, un bon artiste, c'est quelqu'un qui a conscience de pourquoi il fait les choses. Et de d'où ça vient et qu'est-ce qu'il pousse. Et du coup, les meilleures œuvres d'art, je trouve, c'est vraiment des gens, tu sens qu'ils disent ce geste-là, pourquoi je le fais sur scène, ça a un sens. Tu vois. Mais après, c'est moi qui suis un peu... En tout cas, si on va aller te voir sur scène, parce que du coup, c'est la semaine prochaine, pour ceux qui sont à Paris, ou même qui veulent se déplacer pour venir à Paris, venez de loin. Théâtre Saint-Georges. Exactement. Le 21 et 28 avril, c'est à 20h. Oui. Et ça va être génial. Je pense qu'il reste plus beaucoup de place en plus. Ouais, plus de la moitié sont partis.
Bah, je vais reprendre en octobre, on l'a pas encore annoncé, mais pour les gens du Oui, podcast. Mais non, mais c'est pour c'est les, pour vous. les gens du podcast et même Oui. pour la tournée. Et la tournée après, ça, ouais, notamment à Bruxelles, une des plus grandes salles où j'ai jamais joué. J'ai trop hâte. Tu fais laquelle à Bruxelles? Centre Obergheim. Odergheim? Obergheim? Je sais plus. Ah, Mais mais moi je te c'est, voyais déjà faire le cirque. Non, on y va par étapes. Déjà, la dernière fois que je suis allée, c'était une salle de 300. C'est déjà Et là, c'est énorme. 800. Mais c'est énorme. Ah ouais, non, je suis trop content, moi. C'est un genre, c'est combien? 500. Ah oui, c'est bien. Ah ouais, non, mais moi, c'est pour ça que je te dis, genre, est-ce que t'as des rêves? C'est pas j'ai Ouais. dépassé mes rêves. Je pensais pas Ouais, qu'on en j'avoue. irait là, quoi. Mais c'est trop bien. Ouais. Du coup, je découvre tout comme un enfant. Je suis là, mais ça, c'est à moi, ça. Merci beaucoup. Non, c'est trop bien. Merci beaucoup, Lou, en Merci, tout cas. pardon. Je me suis perdue dans une blague. Désolée. À très Ouais. bientôt. À bientôt, merci Salut. beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il a pu te plaire autant qu'il m'a plu. J'ai adoré cet échange avec Lou Trottignon. Vraiment, j'ai trouvé qu'il était absolument inspirant. On a parlé de plein de sujets. J'ai aimé cette légèreté et en même temps cette profondeur. Donc franchement, n'hésite pas à aller voir son spectacle ou à découvrir aussi son Instagram et découvrir le personnage parce que Lou est vraiment une personne qui me fascine. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle interview. En tout cas, tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Ça aide tellement ce podcast à faire sa place, à être présent sur les plateformes. Donc s'il te plaît, ça te prend 2 secondes. Je sais que tu peux le faire. Je te dis à très très bientôt. Salut.